Salut YouTube. Bon, on va passer à la vitesse supérieure. Là, ce qu'on va faire pour la terminale, on va pas faire le programme, on va directement faire les sujets de bac. Donc, tu vas aller sur le site APMEP. D'accord? Donc, je vais à apmep.fr. C'est le site de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public français. Et tu vas aller dans la rubrique. En fait, je sais plus où c'est. Tu vas taper ici anal tout simplement. Hop, voilà. Et tu vas aller chercher les annales du bac qui sont toutes corrigées. D'accord? Annales terminale. Non, pardon. Annales terminale générale. Voilà. Tu vas aller dans enseignement de spécialité depuis 2021 et tu vas sélectionner l'année 2025. Il y a 19 sujets, les 19 sont corrigés. Et moi, ce que je vais faire, c'est que le sujet de bac en maths, normalement, c'est 4 heures. Je vais faire en direct, donc là je vais aller sur l'année complète. Et je vais faire les sujets, alors pas les 19 en une seule vidéo, ça serait inutile, mais chaque jour je vais essayer de faire un sujet, d'accord? Et je vais commencer par celui Amérique du Nord, jour 1. Ce que je te recommande de faire, c'est de prendre un papier, de prendre un stylo et de mettre pause sur la vidéo, d'essayer de chercher pendant 3 minutes et tu mets un timer. Et au bout de 3 minutes, tu vas confronter avec ma correction et en plus, sachant que tu vas avoir aussi la correction sur le site, d'accord? Donc l'idée, c'est simplement de t'aider à passer à l'action, de te motiver parce que tu pourras laisser des commentaires sous la vidéo pour poser des questions et ainsi de suite. Comme ça, c'est une sorte de cours particulier gratuit et en même temps, d'accord? Et si ça vous intéresse de faire un live, vous me contactez, on verra. Allez, on est parti. Donc, moi, je vais aller le plus vite possible, d'accord? Tout en essayant de, quand même d'être intelligible, mais encore une fois, pas de stress parce que tu as déjà la correction, et puis surtout, c'est une vidéo pour t'encourager, te motiver à passer à l'action, parce que c'est uniquement quand toi tu chercheras, même si tu trouves pas et qu'après tu viens regarder la correction, mais c'est parce que tu auras cherché que la correction elle te sera utile. Si tu regardes la correction sans avoir cherché par toi-même, ça ne te sera pas utile. C'est très important de comprendre ça. Alors cet exercice 1, je l'avais déjà fait, mais je vais quand même le corriger pour le faire dans les temps. Ok? Donc, c'est pas une vidéo montée, c'est comme si on était en direct. Donc, à ce moment-là, je ne sais toujours pas combien de temps je vais mettre pour faire cet exercice. Je précise que je ne vais pas rédiger ou quoi que ce soit. Là, mon but, c'est de débloquer tous les points de compréhension, etc. Et en même temps, je vais en profiter. Je vais, comme tu me connais, je vais faire des digressions. Je vais dire, oui, là, il y a des astuces, des machins, etc. Après, je vais dire ce que mon prof de maths disait quand j'étais à l'université et que je préparais les concours pour être prof de maths. Il me disait, calcule d'abord, discute après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, oui, d'accord, on dit il faut rédiger et compagnie, mais si tu as trouvé toutes les bonnes réponses, tu auras des arguments pour négocier que si jamais tu fais de la fraude et que tu dis que tu as trouvé alors que tu n'as pas trouvé. D'accord? Voilà. Donc, les réponses, c'est facile à trouver. Et donc, les histoires de la rédaction, ça, c'est pour aider les gens qui ne savent pas trouver les réponses. Quand tu as toutes les réponses, on ne peut pas t'enlever des points parce que rédaction, machin, bidule. Ok? Voilà. Cela étant fait, cela étant dit, passons à l'action. Alors, on nous dit, pour accéder au réseau privé d'une entreprise depuis l'extérieur. D'ailleurs, ça me pensait que je vais faire un nouveau tableau parce que là, on va être que sur la correction de sujet et Miro, il est un petit peu en train de déconner. Alors, attendez, je vais retourner sur Miro, dashboard, voilà. Et je vais lancer un nouveau tableau. Voilà, créer, tableau. Et voilà, on est parti. Non, ça, je m'en fous. On est parti. Et comme ça, on est prêt. Donc ici, on dit qu'on a trois serveurs. Donc, voilà. Donc là, c'est back. On va marquer quand même le back Amérique du Nord. Donc je vais mettre USA. Back USA. J1 21 05 2025. Exo 1. Donc Exo 1, on a A, on a B, on a C. Boum, boum, boum. Donc on nous dit 25%, 15%. 25%, je rappelle que ça c'est un quart, voilà. 15%. Et du coup, 25 et 15, ça nous fait 40. Donc du coup, ceci c'est 60%, c'est-à-dire 3 sur 5. Voilà. Ok.
Donc, pour accéder au réseau privé d'une entreprise depuis l'extérieur, les connexions des employés transitent aléatoirement via 3 serveurs distants différents, notés A, B et C. Ces serveurs ont des caractéristiques techniques différentes et les connexions se répartissent de la manière suivante. 25% des connexions transitent via le serveur A, 15% des connexions transitent via le serveur B, le reste des connexions s'effectue via le serveur C. Les connexions à distance sont parfois instables. Et lors du fonctionnement normal des serveurs, les utilisateurs peuvent subir des déconnexions pour différentes raisons: saturation des serveurs, débit internet insuffisant, attaques malveillantes, mise à jour de logiciels, etc. On dira qu'une connexion est stable si l'utilisateur ne subit pas de déconnexion après son identification au serveur. L'équipe de maintenance informatique a observé statistiquement que, dans le cadre d'un fonctionnement habituel des serveurs, 90% des connexions vers le serveur A sont stables. Donc on notera S pour stable et S bar pour pas stable. Donc on a 90% ici et donc on a 10% là. Au passage, la technique que j'utilise, c'est la technique qui consiste à anticiper les questions. Je n'attends pas qu'on me pose les questions, je vais à la pêche aux informations. Ce qui fait que lorsque je vais lire les questions, on s'aperçoit déjà que c'est exactement ce que j'étais en train de faire. D'accord. Donc ce qui fait que j'ai gagné du temps sur la personne qui passivement attend de qu'on lui donne la permission de commencer à réfléchir. Ne demande pas la permission de réfléchir. Commence déjà à toi-même poser des questions au sujet en fait. Ensuite on a 80% pour les serveurs AB et S bar 20 pour ça. Voilà. Et pour le serveur C, c'est 85 et 15. 85% ici et 15% là. Ok. Les parties à sont indépendantes à l'une de l'autre et peuvent être traitées séparément. Dans la mesure du possible, je te recommande quand même de traiter les sujets dans l'ordre, c'est pas pour rien qu'on les fait de cette manière-là. Alors, partie 1, on s'intéresse au hasard à l'état d'une connexion effectuée par un employé de l'entreprise. On considère les événements suivants: A, la connexion s'effectue via le serveur A, B, etc. Bon, ça c'était assez évident. Voilà. Donc recopier et compléter le tableau. L'arbre, ça c'est fait. Démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Ça veut dire P de A inter S, P de B inter S, c'est-à-dire ici P de B inter S, le produit des feuilles de l'arbre. Donc c'est-à-dire 15 sur 100, donc 0,15 fois à 80%, donc c'est-à-dire 0,8. Au passage, 15 sur 100, on peut simplifier par 5, ça fait 3 sur 20. Et 80%, ça fait qu'on peut simplifier et ça fait 8 sur 10, 4 sur 5. Ok. Donc ça nous fait 3 sur 20 fois 4 sur 5, ça nous fait bien 12%. Ok, soit 0,12. Voilà. Donc ça, j'efface les calculs intermédiaires et je marque juste le résultat. Sachant que sur la copie là, vu que la réponse était donnée, il faudra mettre tous les calculs intermédiaires. Ok, donc ça c'est fait. On enchaîne. Calculer la probabilité P de C inter S bar. Donc c'est la même chose mais ici. Donc P de C inter S bar, c'est pareil, c'est le produit. Donc là je l'avais déjà mis en fraction, ça fait 3 sur 5 fois 15 sur 15%, donc c'est 15 sur 100. Donc ça on avait déjà vu que c'était 3 sur 20. Donc ça nous fait 9 sur 100, c'est-à-dire 0,09. Voilà. Donc celui-là, il n'était pas donné, donc là c'est à toi de le trouver. Démontrer que P de S est, donc là c'est la formule des probabilités totales. Donc on a déjà, bon c'est un petit peu des salopards quelque part, parce que ici ils nous ont fait calculer celui-là, il faut qu'on calcule celui-ci maintenant. Et il faudra qu'on calcule celui-là, parce que c'est S qu'on nous demande. Donc ça c'était un peu une distraction. Ils nous ont fait un petit peu perdre notre temps. Alors ici on a 3 sur 5 fois 85%, 85%. Si celui-là, 15%, c'est 3 sur 20, celui-là, c'est 17 sur 20. Ça, c'est une façon plus rapide de retrouver la simplification. Et donc, du coup, ça nous fait 51%. D'accord? Parce que 3 fois 17, 51. Donc 0,51. D'accord? Là, on a 12%. Là, on a 51%. Donc, ça fait 63%. Donc, du coup, ce qui reste ici, on peut l'anticiper. On sait que ça va être 37%. Alors, on va le vérifier, évidemment. Mais avec la petite soustraction, c'est plus rapide. Voilà. Donc si 90%, ça fait 9 sur 10, d'accord, fois 9 sur 10. Donc du coup, ça nous fait 9 sur 40. 9 sur 40.
Donc du coup, si on veut mettre ça en pourcentage, 9 sur 40, ça nous fait... c'est chiant. Ça, c'est chiant parce que ça tombe pas juste. Bon, bref, c'est pas grave. On va calculer ici. Donc P de S, par définition, c'est P de A inter S plus P de B inter S plus P de C inter S. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on avait une partition de l'univers en trois parties. On avait A, on avait AB et on avait C. Et on a S qui est à cheval sur les trois. D'accord? Donc il a la partie A inter S, la partie B inter S et la partie C inter S. Voilà pourquoi on retrouve ça. Ok? Alors P de S, ça nous fait donc 9 sur 10 fois 1 sur 4, donc c'est-à-dire 9 sur 40, plus le B, on l'avait calculé ici, donc on a dit c'est 12%, 12%, ça fait 6, non, on peut simplifier par 4, ça fait 3 sur 20, 12%, ok. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas 3 sur 20, c'est 3 sur 25, ok. Il faut multiplier par 4 pour avoir 12, voilà. Et ici, celui-là, c'était 9 pour 100 et 9%, bah c'est 9%, on ne peut pas le simplifier plus que ça. Donc ces deux-là, on peut les additionner parce qu'ils sont déjà au même dénominateur. Donc là, ça nous fait 9 sur 40. Et là, ça nous fait, il faut multiplier par 4, ça fait 12 et 9, 12 et 9. Pardon, j'ai regardé le mauvais, c'était pas 9%, c'était 51%, on l'a calculé tout à l'heure. Chiotte, quand je disais que c'était une distraction. 51%, donc 51 et 12, ça nous fait 63%. Voilà. Et oui, j'avais dit 37%, mais non, c'est n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit égal à 100%. Donc ça, c'est un peu chiant, parce que ça, c'est 4 fois 10, ça c'est... Donc 4 fois 10, et ça c'est 4 fois 25, donc ici, dans 4 fois 10, il y a 4 fois 5 fois 2, donc il faut faire x 5, et là il faut faire x 2, donc il faut mettre sur 200, donc ça nous fait P de S égale, donc là il faut faire x 5, ça nous fait 45, et là il faut faire x 2, ça nous fait 126 sur 200, donc du coup ça nous fait 166, 171 sur 200. Ok, 171 sur 200, donc ça nous fait, si on divise par 100, ça fait 1,71, et après on divise par 2, ça nous fait 170 par 2, ça nous fait 85, 85,5. Voilà. Ok, donc ça c'est réglé. Et c'est ce qu'on devait trouver, 0,855. Voilà. Voilà. Donc ça, ils ont été un petit peu relous quand même, parce que ça nous fait perdre du temps sur les calculs. Bref, c'est terminé. On suppose désormais que la connexion est stable. Donc cette fois, ce qu'on fait, c'est le classico, c'est-à-dire qu'on a fait l'arbre qui a été cloisonné par les serveurs A, B et C avec la finalité stable ou pas stable. Maintenant, on renverse l'arbre, c'est-à-dire qu'on part de stable ou pas stable, et à chaque fois on va avoir trois possibilités. Est-ce que ça venait des serveurs A, est-ce que ça venait des serveurs B, est-ce que ça venait des serveurs C? D'accord, ça c'est un gros classique, c'est ce qu'on appelle la probabilité de Bayes. Calculer la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B. Donc c'est cette probabilité là qu'on cherche, d'accord? On cherche la probabilité P de B sachant S. Donc si on revient à la définition, P de B sachant S, c'est P de B inter S qu'on a déjà calculé, divisé par P de S qu'on a déjà calculé et qu'ils nous avaient donné. Donc P de B inter S en plus c'est le premier qui nous avait donné aussi, donc ils nous ont déjà donné les deux, donc il n'y a plus qu'à faire le petit calcul qui est là sur 0,855. Donc là franchement, puisque bon, on peut simplifier par 3 parce que ça fait 0,04, d'accord? Donc 0,04, pardon, si on simplifie par 3. Bah, là, je viens de le dire, par 3. Voilà. Et en bas, ça nous fait 0, donc il va 2 fois, il reste 25, il va 8 fois, il reste 15, il va 5 fois. Voilà, ça nous fait ça. Si on décale par 100, ça nous fait 4 sur 28,5. Et on fait encore par 10, ça fait ça. On peut simplifier par 5,
ça nous fait 8, ici par 5, ça nous fait 5, il reste 35, et ça nous fait 7, et 7, non, ça se simplifie pas plus que ça. On va donner une approximation, parce que je crois qu'il demandait une approximation, voilà, au millième, donc c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Donc si on fait 8 divisé par 57 avec une calculatrice, ça nous fait 0,40, d'accord. Donc attention, il te demande au millième, donc il faut bien donner les 3 décimales, même si la troisième c'est un 0. On peut vérifier que si on lui dit de faire 0,12 divisé par 0,855, qui sont les informations qui sont données, on obtient exactement la même chose, donc c'est le bon calcul. Voilà, donc ça c'est terminé, on a fini la partie A. Partie B. D'après la partie A, la probabilité de connexion soit instable, c'est 0,145. Alors attention, attention, c'est très piégeux, parce que ce qu'on a calculé dans la partie A, c'était la connexion soit stable, donc P2S. Et là, ce qui nous parle, c'est P2S bar. Donc il faut utiliser le fait que si on cloisonne par rapport à la stabilité, c'est binaire, donc c'est soit S, soit S bar. Donc si P2S égale 0,855, alors P2S bar, c'est son complémentaire, donc c'est-à-dire 1 moins P2S. Donc c'est-à-dire 1 moins 0,855, d'accord. Et donc du coup ça fait effectivement 0,145. Ok. Donc ça c'était pas à calculer, mais c'est donné. Dans le but de détecter les dysfonctionnements de serveurs, on étudie un échantillon de 50 connexions au réseau. Ces connexions ont été choisies au hasard. On suppose que le nombre de connexions est suffisamment important pour que cela puisse être assimilé à un tirage avec remise. Alors, point de cours, si on fait un tirage avec remise, ça veut dire que on a un système binomial. Il y a un schéma de Bernoulli d'ailleurs, et si on répète plusieurs fois, c'est un système binomial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a la probabilité de succès P, c'est 0,855, et la probabilité d'échec c'est Q égale 0,145. D'accord? Et on va répéter ça un certain nombre de fois. Donc si on appelle X la variable aléatoire qui compte le nombre de connexions stables, ça suit une loi de binomiale de paramètres n, P avec P qui vaut 0,855. On a une formule pour ça, c'est du cours, c'est P de X égale K égale le coefficient binomial de K parmi n, P à la puissance K, Q à la puissance n moins K. D'accord? Voilà. Et puis il y a quelques propriétés qu'il faut savoir aussi également, c'est que l'espérance d'une variable aléatoire qui est une loi de binomiale, c'est n fois P, et la variance c'est n fois P fois Q. Donc l'écart CIP, c'est racine carrée de la variance. Ok, voilà, donc ça c'est juste les petits rappels de cours, parce que très probablement qu'on va s'en servir à un moment donné. D'ailleurs, regardez, boum, on admet que ça suit une loi binomiale, donc il avait même fait le rappel eux-mêmes. Ok. Donc ici un échantillon de 50 connexions, donc ça veut dire que n égale 50. Donc en fait on a tout. X suit une loi de paramètres 50 et 0,855. Voilà, donc ces connexions étant choisies là, on peut supposer que le nombre de connexions est suffisamment important pour que ça soit assimilé à un tirage avec remise. Là, on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables. Alors attention, petite remarque, c'était pas la variable qui compte le nombre de succès, c'est celle qui tombe le nombre de connexions instables. Donc c'est l'inverse dans ce cas-là. Parce que ici, ce qui nous intéresse, c'est l'instabilité. Donc voilà, la loi, c'est 50 et 0,145. Préciser ces paramètres, c'est déjà fait. D'accord? Donc ces paramètres, c'est n égale 50 et P égale la probabilité que ça soit instable, et ça a été précisé ici. D'accord? Instable. Ok? Voilà, donc ça c'est fait. Donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables. Donc la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables, c'est P de X inférieur ou égal à 8. Donc c'est-à-dire que inférieur ou égal à 8, c'est la somme de K égale 0 jusqu'à 8 de P de X égale K. Puisque en effet, inférieur ou égal à 8, ça veut dire que c'est P de X égale 0, plus P de X égale 1, plus P de X égale 2, etc. jusqu'à P de X égale 8. D'accord? Je relis encore une fois que ça soit clair.
donner la probabilité que au plus 8 connexions soient instables. On donnera la valeur arrondie au millième, évidemment, parce qu'on va devoir utiliser une calculatrice. Là, encore une fois, ils sont relous parce que sur certains calculatrices, c'est déjà préprogrammé et on n'a pas besoin de faire tout le détail. Mais là, on va être obligé de se taper tout le détail. Bon, alors pour x égale 0, ça c'est facile. Puisque si on a 0 connexion instable, ça veut dire que ici, k égale à 0. Et donc, du coup, ici, on va avoir q puissance n. Donc, c'est-à-dire, ici, 0,855 à la puissance 50. Ce qui veut dire pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Ensuite, pour x égale 1, on va avoir coefficient binomial. Alors, petit rappel sur le coefficient binomial. Un coefficient binomial, k parmi n, ça se calcule, c'est n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Et donc en particulier, lorsque k est égal à 0, ben ça vaut 1, et lorsque k est égal à 1, ça vaut exactement n. Ici, n il vaut 50, donc ici ça fait exactement 50 fois 0,145 puissance 1, donc c'est-à-dire 0,145, fois 0,855 puissance 49. Vous imaginez bien que 0,845 puissance 49, ça va faire pas grand chose. Je vais vous montrer juste rapidement que vous voyez que ces chiffres là en fait ils vont disparaître, donc c'est vraiment relou. D'accord, là à 3 décimales ça fait 0 le premier, à 3 décimales ça c'est 0, donc c'est vraiment casse-pied. Ça fait 0,00 et on a encore un 0, on a 3 0. D'accord, si je fais ça à la puissance 49, bah c'est guère mieux. D'accord, et même si je le multiplie par, on a dit 50. Bon, si je multiplie par 50, ça fait un chouïa plus, mais sauf que après je le multiplie derrière par 0,147. D'accord? Donc à 3 décimales, ça fait 0,003. Ok? Donc c'est-à-dire 0,3%. Ok? Et ben on va continuer. Donc du coup après on a le coefficient binomial de, alors on va l'écrire ici, coefficient binomial de n-1 parmi n, ça fait exactement la même chose que le coefficient binomial de 1 parmi n, c'est-à-dire n. Ok, sauf que là, c'est pas n-1, c'est là c'est 2, donc il faut faire coefficient binomial de 2 parmi n, donc ça nous fait n factoriel sur 2 factoriel sur n moins 2 factoriel, donc on peut heureusement simplifier. Du coup, il nous reste n fois n moins 1 sur 2, d'accord? En l'occurrence, ici, n niveau 50, donc ça nous fait 50 fois 49 et divisé par 2, donc en fait ça fait 25 fois 49. Ils sont vraiment relous. Fois 0,145 à la puissance 2 fois 0,855 à la puissance 48. Ah oui, bon, alors ça va faire quoi? Ça va nous faire 25 fois 49 fois 0,145 à la puissance 2 fois 855, 0,855 à la puissance 48, ça me fait 0,014. 0,014. Ok, je rajoute les éléments ici. Ici, on va avoir donc du coup le coup d'après. Donc ça nous fait n fois n-1 fois n-2 sur 3 factoriel. Et ici, on avait n-3 factoriel, hein, ici fois n-3 factoriel, et donc du coup ces deux là ils se simplifient, donc ça nous fait n fois n-1 fois n-2 sur 6. Donc en l'occurrence ici ça va nous faire 50 fois 49 fois 48 sur 6, et du coup 6 fois 8, 48, donc ça nous fait 50 fois 45 fois 8 fois 0,145 à la puissance 3 fois 0,855 à la puissance 47. Donc pareil, on va regarder sur la calculatrice comment ça fait. Donc là on a 50, là on a 49, après on a 8. Ici on va avoir 0,145 à la puissance 3 et 0,855 à la puissance 47. Donc ça va nous faire 0,038. 0,038. Voilà. Ensuite, on va aller à celui d'après, on va se taper, donc du coup, c'est quand même assez relou. Alors, je sais pas s'ils veulent qu'on écrive tous les détails de calcul, parce que franchement, c'est assez relou.
En fait, je pense que dans cet exercice, parce que c'est programmé sur la calculatrice, hein, je pense qu'il faut uniquement dire ça, ce que j'ai écrit là, et après, on peut balancer le chiffre à la calculatrice, parce que franchement, c'est très très relou. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur GeoGebra, et vous avez un module de probabilité, voilà, ici, et on peut choisir la loi, et la loi, c'est la loi, où est-ce qu'elle est? C'est la loi binomiale, voilà, ici. Alors attention, il faut bien choisir, ce qu'on veut, c'est pas x compris entre eux, c'est, on veut, non, c'est l'inverse, c'est, on veut celui-là, voilà, on veut que x soit inférieur, alors en plus, vous voyez, c'est inférieur ou égal à 8. Attention, par contre, il faut bien mettre le truc qu'il faut ici, donc ici c'est 50, et la probabilité de succès, c'est pas 0,05, c'est 0,145. Ok, donc vous voyez, ça fait bien P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus P de x égale 2, blablabla. Et donc ça nous fait 0,7045. Comme on nous dit d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, hein, parce que c'est au millième, donc ça veut dire qu'il va falloir écrire 0,705 et non pas 0,4. D'accord? Donc ici, ça fait 0,705. Autrement dit, 70,5%. Allez, on descend ici, on a P de x inférieur ou égal à 8 égale à peu près 70,5%. Ok. Donc ça c'est réglé. Ensuite, on passe à la question 2. Dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions, toujours dans les mêmes conditions, où n est un antinaturel strictement positif. On note xn, la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables. Et on admet que xn suit une loi de binomial de paramètres n est 0,145. C'est-à-dire que c'est la réponse qui était donnée ici. Hein. Préciser les paramètres, il y a tout qui est écrit. Donner l'expression de n en fonction de n de la probabilité P de n qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Donc encore une fois, hein, c'est du cours. P de x indice n supérieur ou égal à 1, c'est ça que ça veut dire, hein, au moins une, d'accord? Et bien ça, c'est par définition la somme de k égale 0 jusqu'à n de P de xn égale k. D'accord? Pardon, c'est à partir de 1 et pas à partir de 0, justement. Ok? Une autre manière de voir ça, puisque si c'est au plus, c'est au minimum 1, c'est le contraire de... Parce que là, on est avec un nombre de connexions, ce sont des nombres entiers, donc ça veut dire que si on a un échantillon de n, c'est soit on en a 0 au minimum, soit on en a au maximum n. D'accord? Donc supérieur ou égal à 1, ça veut dire que c'est tout le monde sauf 0. Donc tout le monde c'est 1, c'est la probabilité de toutes les valeurs possibles. Donc c'est 1 moins la probabilité que ça soit égal à 0. Et ça c'est très facile à calculer. Donc la probabilité que ça soit égal à 0, je réécris le cours pour que ça soit clair, c'est le nombre de façons de choisir 0 élément parmi n, donc du coup ça va être égal à 1 ça, fois la probabilité de succès à la puissance 0, fois la probabilité d'échec à la puissance n. Donc concrètement, ceci, ça c'est aussi égal à 1, ça va être égal donc à 1 moins Q, c'est 0,855 à la puissance n. Et plus n va augmenter, plus ça va être proche de 1, parce que ce nombre-là, il va tendre vers 0. Voilà, donc ça c'est réglé. Déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'entier. Ça d'ailleurs, si on reprend les notations de l'énoncé, ça c'est appelé Pn. Ok? Voilà, donc déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'antinaturel n, telle que la probabilité P de n, P indice n, soit supérieure ou égale à 0,99. Donc P de n, on vient de dire que c'est 1 moins 0,855 puissance n. On veut trouver le premier entier tel que ça soit supérieur à 0,99. Donc la chose à faire, c'est de isoler le n, donc d'en résoudre cette inéquation. Donc on va faire moins 1 de chaque côté, on va avoir 0,855 à la puissance n supérieure ou égale à 0,99 moins 1, c'est-à-dire moins 0,01. On multiplie des deux côtés par moins 1, ça change le sens de l'inégalité. On se retrouve avec 0,55 inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Hein. Je rappelle que 0,01 c'est 10 puissance moins 2. Donc je vais appeler le logarithme de ceci. Et ça va faire n
logarithme de 0,855. Et ici, comme le logarithme est une fonction croissante, ici, ça fera moins 2 logarithme de 10. Alors, je fais un petit rappel rapide sur les propriétés du logarithme, à savoir que c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, qui s'annule en 1 et qui est strictement croissante, mais une croissance très très faible. D'accord ? Et qui a comme particularité que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et donc, du coup, le logarithme d'une puissance de a puissance n, ça fait n logarithme de a. C'est exactement la propriété qu'on a utilisée. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu as une équation où c'est l'exposant, la puissance qui va être déterminante, il faut utiliser le logarithme. Autre chose, comme j'ai dit que ça s'annulait en 1, que c'était strictement croissant et que ici en fait ça tend vers moins l'infini, ça veut dire que pour une valeur de a qui est entre 0 et 1, ce qui est le cas d'une probabilité, le logarithme est négatif. Donc ce nombre-là, même si on ne sait pas quelle est sa valeur, on va le voir avec la calculatrice, ce nombre-là il est négatif. En revanche, ce nombre-là, lui, il est positif, parce que 10, c'est supérieur à 1, donc ça veut dire qu'on est ici. Donc la valeur du logarithme est positive. Donc ce nombre-là, puisqu'il y a un moins 2 devant, il est négatif. Donc quand on va le diviser par un nombre négatif, négatif par négatif, ce sera positif. Donc ce sera n supérieur ou égal à moins 2 ln de 10 sur ln de 0,855. Et là, évidemment, on va prendre une calculatrice. Donc on va faire moins 2 logarithme. Alors attendez, moins 2 fois logarithme de 10 divisé par logarithme de 0,855. Donc ça nous fait 29 égale 29 et des poussières. Comme n est un nombre entier, le premier entier supérieur ou égal à 29, machin truc, ce sera n égale 30. Voilà. Si tu n'avais pas l'astuce, tu peux prendre ta calculatrice et faire Python et tester des valeurs de n. Ok ? Voilà, donc ça c'est réglé. On s'intéresse à la variable aléatoire Fn égale à la fréquence de connexion instable dans un échantillon n, où n désigne un entier naturel strictement positif. On a donc Fn égale xn divisé par n, parce que, je rappelle, on a vu que xn c'est le nombre de connexions, d'accord, instable, qui suit cette loi de probabilité, la loi binomiale, d'accord. À chaque fois, ça veut dire qu'on a une connexion et on se pose la question, est-ce que c'est stable, est-ce que c'est instable? Si c'est instable, on a P tout court, et pas P machin. On a P égale 0,145, ok. Et donc, du coup, à chaque fois, on compte, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, si on a K connexions, Xn sera égal à K, d'accord. Et donc, du coup, si on veut la fréquence, puisqu'on sait qu'on a un tirage de n, si on a K connexions instables, sur un total de n, la fréquence, c'est l'effectif divisé par le total. Donc, c'est logique que ça soit ça, ok. Voilà, toujours important de bien comprendre l'énoncé. Ok, très bien. Donc maintenant, on nous dit que voilà, on a ça, nanana, donc Fn égale xn divisé par n, ok, où xn est la variable aléatoire définie à la question 2, ok. Calculer l'espérance de Fn. Donc là, on va utiliser les propriétés de l'espérance. D'accord? Parce que ça, on peut l'interpréter comme 1 sur n, qui est un nombre, multiplié par x indice n. Donc l'espérance étant un opérateur linéaire, l'espérance de ça, c'est donc 1 sur n fois l'espérance de xn. Comme xn, on a dit 15 000 fois que c'était une loi binomiale, tu dois savoir que la loi binomiale, c'est n fois p. Donc du coup, ça simplifie n, et donc du coup, on a exactement p, où p c'est égal à 0,145 ici. 0,145, ok. Voilà, donc ça c'était juste du cours, en fait. Voilà, donc ensuite, on te dit, on admet que ceci, en fait, il faut juste dire que si tu calcules Fn au carré, d'accord, ça revient donc à faire le calcul de 1 sur n carré xn au carré, d'accord, donc du coup ça fait 1 sur n carré e de xn au carré, ok, ou d'une autre manière, enfin bref, on va pas le recalculer ici, on va avancer, donc on va admettre le résultat, d'accord, mais si tu fais le calcul, on pourrait le redémontrer. Alors ensuite on te dit démontrer, vérifier tout simplement, vérifier que f, donc ici on va l'écrire ça, p de valeur absolue de fn moins 0,145 est supérieur ou égal à 0,1, donc ça c'est l'inégalité de bien-aimé Tchebychev
qu'on va te demander d'utiliser inférieur ou égal à 12,5 sur n. Alors, la formule de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, c'est que si tu as une variable aléatoire, qu'on va appeler x, moins une certaine valeur, en l'occurrence ici c'est p, supérieur ou égal à une certaine valeur qu'on va appeler epsilon, ça doit être inférieur ou égal à la variance de x divisé par n. D'accord? Je te remets le cours pour que ça soit très clair. Donc ça, c'est dans la partie probabilité, voilà, ici. Où est-ce que c'est déjà? Tac, tac, tac. Donc ça, c'était pour binomial, Bernoulli, tout ça. Donc ça, tu vois que c'est le cours, voilà. Et c'est dans les sommes de variables aléatoires. Tac, tac, tac. Donc là, les propriétés de la linéarité et de l'espérance, voilà, ce qu'on a utilisé. Et donc c'est ça, c'est que la moyenne Sn sur n, c'est exactement ce qu'on a fait là. Et où est-ce qu'elle est marquée cette inégalité? Tac, tac, tac. Peut-être qu'ils l'ont mis après. Voilà, c'est sa concentration, loi des grandes normes, c'est cette propriété. D'accord? Voilà. X moins mu c'est la moyenne. Supérieur ou égal à delta. Delta, ça peut être n'importe quel nombre réel divisé par ça. Ok? Voilà, donc c'est cette propriété-là qu'on a utilisée, qui s'appelle l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. D'accord? Donc ici, ici c'est c'est ce qu'on avait calculé ici. D'accord? Ça c'est le mu en fait, puisque ça correspond à l'espérance de notre variable aléatoire. Ok? Attends, on va le remettre ici pour que ça soit clair. Voilà, ici, ce qu'on a fait, c'est E de n moins espérance de E de n, de f de n, pardon. Voilà, supérieur ou égal à une certaine valeur qu'on va appeler delta, et ça, en probabilité, ça doit être inférieur ou égal à la variance de fn qui nous a été donnée, divisé par delta au carré, d'accord? C'est exactement la formule qui est là. En fait, on est dans le deuxième cas de figure, mais on va le voir juste après, que c'est ni plus ni moins que l'application de ça. Donc si on pose delta égale 0,1, ok, on se retrouve avec Fn moins, donc 0,145, c'est ce qu'on avait, supérieur ou égal à 0,1, très bien, et ici, inférieur ou égal, alors la variance on nous l'a donné, c'était dans l'énoncé, d'accord, ils nous ont dit c'est 0,12395 machin bidule, donc on va l'écrire, 0,12 3975 divisé par n et multiplié par 1 sur ça. Ça, au passage, hein, c'est 10 puissance moins 1, donc au carré, ça fait 10 puissance moins 2, d'accord? Et divisé par 10 puissance moins 2, ça revient, ça, c'est égal à 10 puissance 2, c'est-à-dire 100, c'est-à-dire 2 décalages, d'accord? Donc ici, on se retrouve avec P de Fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1 inférieur ou égal, et là on décale de 2 crans, et donc ça nous fait 12,3975 sur n. Alors c'est pas tout à fait la valeur qui est donnée. D'accord? Parce qu'en plus ça ferait 12,4. Donc il y a un petit, il y a un léger petit souci d'approximation ici. Donc là, pour pas te dire de bêtises, on va aller vérifier le corrigé parce que je suis un petit peu surpris. Donc ça, c'est Amérique du Nord. Donc ça, c'est tout ce qu'on avait calculé, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, donc là, on retrouve la valeur qu'on avait trouvée. Donc là, c'est ce que je t'avais dit. On utilise Bien-Aimé Tchebychev, c'est ce que je t'ai dit, voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça, j'aime pas les sujets comme ça, c'est que c'est exactement ce qu'on a trouvé. Et oui, effectivement, ça, c'est plus petit que 12,5. Ouais, bon, d'accord. C'est vraiment ça, bon, malheureusement. Malheureusement, ouais, bon. Bah, faut pas se laisser avoir, mais ouais. Ah, c'est un peu vicieux de leur part de faire ça. Mais oui, c'est vrai, c'est ça. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, d'accord? Et effectivement, ce qu'on a trouvé,
c'est bien plus petit que 12,5 sur n. Bon, vraiment, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout ce genre de truc. Alors, donc, du coup, au passage, hein, c'est aussi pour ça que je le fais avec toi et que je le découvre avec toi, comme ça te permet de voir le genre de choses qui peut t'arriver. Ok, alors un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions et constate que pour cet échantillon, f de 1000, donc ça veut dire que lorsque n égale 1000, égale 0,3. Il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs, a-t-il raison? Parce que là, ce qu'il faut dire, hein, parce que là on nous a dit comme ça, vérifier juste pour apprendre le cours, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la probabilité que l'écart entre ce qu'on a observé, parce que ça c'est la fréquence des valeurs qui sont défectueuses, donc on a observé, versus la probabilité théorique, la probabilité que ça s'écarte de 0,1, elle est inférieure à 12,5 sur n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend, et d'ailleurs en l'occurrence c'est plutôt ça la vraie valeur, si on prend n égale 1000, ça veut dire qu'il faut décaler de 3 crans. D'accord? On va oublier ces trucs-là, et ça va faire 0,012. Autrement dit, 1,2%. Donc la probabilité que l'écart entre la valeur observée et la valeur théorique soit supérieure à 0,1, elle est de 1,2%. Autrement dit, c'est très très rare que ceci se produise. D'accord? Et donc là, on nous dit que lui, sur un échantillon de 1000, il a trouvé f de 0,3. Sauf que la loi de f de n, on le sait, c'est xn, c'est xn divisé par n. Donc si on fait 0,3 moins 0,145, ça nous fait quoi? Ça nous fait 0,15. D'accord? 0,155. Et ça, c'est supérieur à 0,1. Donc la probabilité que ceci se produise est très faible. Ok? Pour pas te dire de bêtises, on va aller regarder, le corriger pour voir s'ils veulent des informations complémentaires par rapport à ça. D'accord? Voilà, alors ici, tac, 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 qu'est-ce qu'on dit? Donc ça, de blablabla, ça. Voilà, donc bien étudié. Donc ça, c'est ce qu'on a fait, voilà, on est content. Et donc, donc c'est ce qu'on a calculé. Donc ça veut dire que cet événement, d'après la question précédente, la probabilité que cet événement est inférieur à 0, c'est ce qu'on a dit. Voilà, donc c'est Voilà, donc c'est exactement ce qui était attendu. Il demandait pas plus. Voilà, donc ce genre de questions, quand même, elles sont un petit peu foireuses. Et voilà, donc ça achève l'exercice 1. Très bien. Donc on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est un exercice de suite. Alors ici, on nous dit, voilà, on a une suite un définie par récurrence avec u0 égale 2. On y va. u0 égale 2. un plus 1 égale 2un plus 1 sur un plus 2. Très bien. Donc ça, c'est la définition de la suite, ok. Et la première chose, on te demande de calculer u1. Bon, bah ça, c'est tout bête, hein, on va appliquer la formule. u1 égale 2u0 plus 1 sur u0 plus 2. Autrement dit, 2 fois 2, 4, plus 1, 5, sur 2 plus 2, 4. Donc 5 quarts, soit 1,25. Ok. Voilà, donc ça, c'est point gratuit, hein, faut se jeter dessus. Voilà. Ensuite, on dit, on considère la suite AN définie de la façon suivante. AN égale UN sur UN moins 1. Très bien. Et pareil, on va calculer A0 et A1. Donc ça aussi, c'est des points gratuits, il faut en profiter. Donc ici, A0, ben, par définition, c'est U0 sur U0 moins 1. Donc autrement dit, 2 sur 2 moins 1, donc c'est-à-dire 2. Voilà. Ensuite, A1, ça va être égal à U1 sur U1 moins 1. Ok. Donc U1, on a dit que c'était 5 quarts. 5 quarts sur 5 quarts moins 1. 1, c'est 4 quarts. Donc ça nous fait 1 quart au dénominateur. Et donc du coup, ça revient à multiplier par 4. Donc ça nous fait 5. Ok, très bien. Ça, c'est les points gratuits. On prend. Alors ensuite, on te dit de démontrer que pour tout entier naturel à n, on a a indice n plus 1 est égal à 3 a indice n
moins 1. Donc ça veut dire que si c'est pour tout entier naturel, il y a la possibilité que ce soit un raisonnement par récurrence. Et donc en raisonnement par récurrence, on va appeler P de n cette propriété, et on va regarder qu'est-ce que c'est que P0. P0 c'est A1, et A1 c'est égal à 5, d'accord? Et est-ce que c'est égal à 3 fois 2 moins 1? Et oui, donc c'est bien égal à 3 fois A0 moins 1. Donc la propriété est vraie au rang 0. On va supposer que cette propriété-là est vraie, d'accord? On va supposer que an plus 1 est égal à 3an moins 1 pour un certain n. Ok. Maintenant, on va utiliser la définition de an qui nous a été donnée, d'accord? Celle-là de définition. Et on va l'appliquer à donc un plus 1. Et maintenant, on va utiliser la définition de un plus 1, celle qui a été donnée ici. Donc ça veut dire qu'on va remplacer, ça va être 2 un plus 1, 2 un, pardon, et pas 2 un plus 1. Voilà, 2 u1 n plus 1, c'est chiant à dire, mais il faut faire attention. Voilà, et ici c'est un u1 n plus 2, d'accord? Voilà. Très bien. Et donc, ça, on veut le comparer avec 3 u1 n sur u1 n moins 1. Il faudrait savoir si ces deux choses sont égales, d'accord? Parce que ça, 3 de 1 moins 1, d'accord? C'est ça qu'on veut comparer. Ça, c'est la définition de an plus 1. Et ça, c'est la propriété que l'on a, qu'on cherche à établir. D'accord? On se pose cette question-là. Donc ben, ça, on va les mettre sur le même dénominateur. Ça fait 3 un moins un plus 1 divisé par un moins 1. Donc ça nous fait 2 un plus 1 sur un moins 1. Tac, tac, tac. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Un, ouais, donc ça fait an plus 1, c'est égal à un plus 1 sur un plus 1 moins 1, ouais. Et ici, c'est 2 un plus 2. Est-ce que j'ai mis le plus 2 ici? Ouais. Ah oui, mais j'ai oublié le moins 1, c'est plus 2, moins 1, donc ici c'est 1. Donc c'est bon, ça marche. Hop. Un plus 2. Ouais, non, mais non, excusez-moi. C'était bien 2, mais ça correspondait simplement à cette partie-là, ok? Et à laquelle il faut multiplier par ça. Donc c'est-à-dire 2 u1 n plus 1 sur u1 n plus 2 moins 1. Voilà, donc il faut continuer le calcul. Donc ça fait quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre ça au même dénominateur. Donc ici, c'est quoi le dénominateur commun? Ça va être un plus 2, donc on va multiplier par un plus 2 ici, et là, du coup, ça va faire 2 un plus 1 moins un plus 2. Donc déjà, on peut simplifier par ça. Et là, on se retrouve avec 2 un moins un, donc ça va faire un, et 1 moins 2, ça fait bien moins 1, donc ça marche. On a gagné. Donc attention à bien écrire les choses, et pas chercher à aller trop vite. Voilà, donc on a bien établi la propriété est vraie. Alors maintenant on passe à celui d'après. Celui d'après, on nous demande de démontrer par récurrence à nouveau que n est supérieur ou égal à 3n moins 1 pour n supérieur ou égal à 1. Donc cette fois la propriété à montrer c'est à partir de 1 et c'est n supérieur ou égal à 3n moins 1. Alors on regarde, est-ce que p de 1 est vrai? A1 est égal, on l'a vu tout à l'heure, A1 on avait trouvé 5. Donc 5, est-ce que c'est supérieur ou égal à 3 fois 1 moins 1 qui est égal à 2? Oui. Donc c'est vrai. Maintenant, on va supposer que c'est vrai pour un certain n. Donc on a un n supérieur ou égal à 3n moins 1. Et on va regarder, d'après la définition
ou d'après la récurrence qu'on a montré tout à l'heure. Parce que si juste avant on nous a fait calculer cette récurrence-là, bah, c'est que peut-être que ça peut servir. Donc ça c'est 3an moins 1 ou plus 1. Moins 2, c'est ça. Ok. Et donc on utilise notre hypothèse de récurrence. Notre hypothèse de récurrence c'est an supérieur ou égal à 3n moins 1. Donc si on multiplie par 3, ça fait 3an supérieur ou égal à 9n moins 3. Et si on retranche 1, ça nous fait 3an moins 1 supérieur ou égal à 9n moins 4. Maintenant, ce qui peut être intéressant quand on veut montrer une propriété par récurrence, c'est d'écrire ce qu'on voudrait. On veut quoi? On voudrait que an plus 1 soit supérieur ou égal à 3 facteurs de n plus 1 moins 1. Autrement dit, ça c'est égal à 3n plus 3 moins 1, donc c'est-à-dire plus 2. Donc la question c'est, est-ce que 9n plus moins 4 est supérieur à 3n plus 2? Ben, on n'a qu'à faire la soustraction. Et si on fait ce calcul-là, ça nous fait 6n moins 6. D'accord? Autrement dit, 6 facteurs de n moins 1. Et or, on a dit que n est supérieur ou égal à 1. Donc, n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, 6 n moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci est bien supérieur à 3n plus 2. Donc, on a bien l'hérédité, on a bien prouvé la propriété. Donc, ça nous permet d'en déduire la limite de an. Donc, je le réécris ici. Ce qu'on vient de montrer, c'est que 3n moins 1 est une suite qui est inférieure à la suite an. D'accord? C'est-à-dire que la suite an est minorée par la suite 3n moins 1. Or, la suite 3n moins 1, c'est pas très difficile de voir que ça tend vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, si une suite est minorée par une suite qui tend vers plus l'infini, elle est forcée de tendre aussi également vers plus l'infini. Donc, voilà la limite de la suite. La limite de la suite an, c'est plus l'infini. Alors maintenant, on nous demande de démontrer que un peut s'écrire en fonction de an. Donc on va revenir à la définition de an. Et c'est d'ailleurs, on aurait pu le demander depuis le début en fait. Donc la définition de an, c'était un sur un moins 1. Donc du coup, ici, on va faire un produit en croix et ça nous dit que an facteur de un moins 1 égale à un. Je rappelle que notre but, ça va être d'exprimer un tout seul. Donc on va mettre tous les un du même côté, on a un fois an, et si on fait passer celui-là ici, moins 1, et il reste moins an égale 0, donc du coup égale an. Et donc du coup, un égale an sur an moins 1, c'est QFD. Voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant, on nous demande de déduire la limite de la suite un. On vient de voir que an tend vers plus l'infini. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que an facteur de 1 sur an facteur de 1 moins 1 sur an. Donc on peut simplifier par an ici. Et ce terme-là va tendre vers 0 lorsque n va tendre vers plus l'infini. Ce qui veut dire que un va tendre vers 1 quand n va tendre vers plus l'infini. Donc on a bien déduit la limite de un. Donc ça c'est réglé. Maintenant on veut savoir ce que fait ce programme. Ben, ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre avec u égale 0, donc c'est u0 pour n égale 0, hein, c'est clair et net. Tant que u-1 est supérieur à une certaine valeur p qu'on pourrait appeler la précision, on va voir que u va se mettre à jour par sa définition par récurrence, c'est-à-dire exactement ça. Ok. Et ça va nous renvoyer n et u. Ça va nous renvoyer quoi? Ça veut dire que le programme il va s'arrêter au moment où u-1 va être égal à un certain seuil. Comme on vient de voir que un, elle converge vers 1, en fait, ce programme va nous renvoyer le rang à partir duquel la suite U va se rapprocher à une précision P de 1, tout simplement. Et donc, si on fait ce programme pour P égale 0,01, bon, ben, on va prendre un tableur ici, enfin on va prendre le Python, je veux dire, et on va écrire ce programme. C'est tout simple. Donc, def algo P, voilà. Ici, U égale, bon déjà on peut aller un petit peu plus vite, UN, on peut les mettre à jour en même temps, voilà. Ensuite, while U moins 1 supérieur à P, U égale
2 fois u plus 1 divisé par u plus 2 et n égale n plus 1 et on renvoie n et u. Voilà. Et donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est on lui dit de faire une boucle non, même pas de faire une boucle, on doit donner on dit p égale 0.0, c'est 3 chiffres, c'est ça, et on lui dit algo p, et il nous renvoie 6 et 1,0, voilà, donc ça nous fait n égale 6. C'était ça la réponse à cette question. Ce qui clôture cet exercice, on passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3, géométrie dans l'espace, donc un grand classique. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point, donc la justification est extrêmement importante. Donc on a un système paramétrique pour une droite D, donc on va tout de suite écrire ça. Voilà. Donc c'est-à-dire ici on a x égale 3 moins 2t, voilà, y égale moins 1, donc ça c'est facile, et z égale 2 moins 6t. Donc là immédiatement, donc ça c'est un système paramétrique de cette droite, donc ça veut dire qu'on a le point de coordonnées 3 moins 1, 2 qui appartient à la droite, et on a un vecteur directeur de cette droite qui est moins 2, 0, moins 6. Autrement dit, si on simplifie par moins 2, on a 1 et 3 ici. Voilà. Parce que tout vecteur collinaire a un vecteur directeur et aussi un vecteur directeur. Voilà. Donc cela étant dit, on a aussi, donc on nous dit, on considère les points A de coordonnées 3, moins 3 et moins 2. Donc il n'appartient pas à la droite. Et on considère le point B de coordonnées 5, moins 4 et moins 1. Et lui non plus n'appartient pas à la droite. C'est facile parce que comme on a y égale moins 1, il n'y a pas le choix. Tous les points qui appartiennent à cette droite, ils doivent avoir leur donnée moins 1. On nous dit que C est le point de la droite D qui a pour abscisse 2. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous dit que C il a pour abscisse 2. Son Y on le connaît déjà. Donc on a seulement un nombre à déterminer. C'est son Z. Et donc, on doit avoir son Z qui doit vérifier la même équation que son X. Donc, c'est-à-dire que son X, il nous dit 3 moins 2t doit être égal à 2. Donc, ce qui permet de dire que moins 2t doit être égal à moins 1, donc que t doit être égal à 1 demi. Et si t est égal à 1 demi fois moins 6, ça fait moins 3. Moins 3 à plus 2, ça fait moins 1. Donc, on a automatiquement les coordonnées de C. Ok, sur la copie, il faudra mettre tous les calculs que j'ai fait, évidemment. Voilà. Ensuite, on nous dit que H c'est le projeté orthogonal du point B sur le plan d'équation x plus 3z moins 7 égale 0, c'est-à-dire que le plan P d'équation x plus 3z moins 7 égale 0 a pour vecteur normal le vecteur 1, 0, 3. Donc on fait un dessin rapido. On a le point B qui est quelque part dans la nature ici, et on veut son projeté orthogonal ici, H sur, voilà ici, H sur le plan P, donc ça veut dire que le vecteur BH doit être collinéaire avec le vecteur normal qui est là. C'est ça que ça veut dire. On ne dirait pas trop un H, mais c'est un H ici. Ok. Voilà, et là, j'ai même pas encore regardé les questions. Donc maintenant, on regarde la question. La droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. Alors, l'axe des ordonnées, est-ce que vous savez quelle est son équation? Alors, on fait un petit dessin rapido. Généralement, quand on fait un repère dans l'espace, on note comme ça X, Y et Z. Donc l'axe des ordonnées, c'est celui qui est là. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont vous pourrez déterminer son équation? L'axe des ordonnées, ce qui est certain, c'est que son Y, il va prendre toutes les valeurs réelles. Par contre, son X, il va avoir une valeur fixe. Et son Z aussi, il va avoir une valeur fixe. Donc, l'axe des ordonnées, qu'on pourrait appeler OY, son système de représentation paramétrique, parce que je rappelle que dans l'espace, on ne peut pas avoir d'équation cartésienne d'une droite. On peut avoir une équation cartésienne d'un plan, mais pas d'une droite. À ce moment-là, son X il doit être égal à 0. Son Y, il est libre, c'est lui le paramètre.
z il doit nécessairement être égal à 0. Donc son y, c'est le paramètre qui va parcourir toutes les valeurs des nombres réels, et voilà. Donc, la question qu'on nous dit, c'est l'axe des ordonnées et la droite D sont deux droites non coplanaires. Deux droites qui sont non coplanaires, ce sont des droites qui ne se coupent pas, mais qui, si elles étaient projetées dans le même plan, elles seraient séquentes. Le problème, c'est que comme t il va prendre toutes les valeurs réelles, eh bien forcément, il va passer par moins 1. Donc, pour t égale moins 1, on a bien on a quoi? Pour t égale moins 1, qu'est-ce qu'on a? On a que ici, x il va prendre toutes les valeurs possibles. Et ici, z il va aussi prendre toutes les valeurs possibles. Donc en particulier, par exemple, la valeur qui annule, ici, on va le mettre ici, x égale 3 moins 2t. Pour quelle valeur ça s'annule? Je vais le mettre ici. Je vais mettre tac tac tac. X égale 0, parce que si on veut que ça soit sur l'ex ordonnée, il faut que x soit égal à 0, il n'y a pas le choix. Donc ça, c'est équivalent donc à t égale 3 demi, ok? C'est pas le même t que là, attention, hein. Attention, attention, qu'on ne mélange pas les choses. Le t dont je parlais ici, c'est ici, d'accord? Ça, c'est le t qui est là-haut. Par contre, si je veux que x soit égal à 0, hein, pour que ce soit sur d, ça doit être le même t pour x et pour z. Et z, son équation, c'est 2 moins 6t, d'accord? Donc en particulier, si je mets 2 en facteur, ça fait 2 facteurs de 1 moins 3t. Problème, si je remplace t par 3 demi, ceci n'est pas égal à 0 parce que ceci s'annule pour un tiers. Donc ça n'est pas possible. D et l'axe des ordonnées n'ont pas de point d'intersection. Maintenant la question c'est de savoir est-ce que ces droites sont parallèles. Un vecteur directeur de cette droite-là, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1, 0. Or, un vecteur directeur de celui-là, c'est 1, 0, 3. Donc l'affirmation est vraie. Elles ne sont pas coplanaires. Les deux vecteurs u et v ne sont pas collinaires. Donc, lorsque deux vecteurs directeurs de droite ne sont pas collinaires dans l'espace, il y a deux possibilités. Soit les droites sont séquentes, donc ça veut dire qu'elles ont un point d'intersection, soit elles soient non coplanaires. Pour que les droites soient séquentes, il faut que ici, le paramètre t soit égal à moins 1, parce que c'est obligatoire ici. Et ça, c'est possible, hein, il suffit de prendre t égale à moins 1, puisque t il va parcourir tous les réels. Par contre, en revanche, ce qui n'est pas possible, c'est qu'il faudrait que ici, x soit égal à 0 en même temps que z soit égal à 0. Or, pour que x soit égal à 0, il faut que le paramètre ici soit égal à 3 demi. Sauf que ici, si on remplace le paramètre par 3 demi, ça ne fait pas 0. Donc, les droites ne sont pas coplanaires. Donc maintenant, on peut passer à la question d'après. La question 2, l'affirmation 2, le plan passant par A, orthogonal à la droite D a pour équation cartésienne. Alors s'il est orthogonal à A, s'il est orthogonal à D, pardon, ça veut dire qu'il est dirigé par le vecteur, ça veut dire que, pardon, que son vecteur normal est collinaire au vecteur directeur de D. Donc, vecteur directeur de D, on a dit que c'était 1, 0, 3. Donc, l'équation d'un plan qui serait normal à ce vecteur, ce serait x, pas de y, plus 3z, plus une certaine constante qu'on va appeler b, égale à 0. Après, on nous dit que ce plan-là, il doit passer par A. Donc, ça veut dire que le coordonné de A doit vérifier cette équation, donc 3 moins 3 moins 2. Donc, si on remplace par x, 3, le y, il n'existe pas, donc c'est pas la peine de l'écrire. 3 fois moins 2, plus d doit être égal à 0. Autrement dit, ben ça nous fait moins 4 qui passe de l'autre côté, ça nous dit d égale 4. Non, pardon, c'est 6, donc moins 3. Donc 3. Hop. Voilà. Donc on remplace d par 3 et ça nous fait comme équation x plus 3z plus 3 égale à 0. Bon. Et donc si on vérifie ici, qu'est-ce qu'on a? X plus 3z plus 3 égale à 0, donc l'affirmation est vraie. Donc pour l'instant, on a deux affirmations vraies. On passe à l'affirmation 3. Une mesure exprimée en radians de l'angle géométrique BAC et pi sur 6. Bon, là encore une fois, il faut faire un dessin. BAC, et on n'a pas besoin de le faire dans l'espace en fait. BAC, ça veut dire qu'on a A ici, qu'on a B qui est là, et qu'on a C
D'accord? Une autre manière de le dire, c'est que l'angle BAC, l'angle géométrique BAC, bah, c'est équivalent à l'angle AC AB ou ABAC. Hein, alors attention, parce que l'angle géométrique c'est égal à la mesure, à la valeur absolue de ça, d'accord? Donc c'est-à-dire c'est égal à ABAC. Ok? Et ça, qu'est-ce qu'on a comme formule? On a que produit scalaire ABAC est égal à ABAC fois le cosinus de l'angle ABAC. Le cosinus étant une fonction paire, le cosinus d'un angle et le cosinus de son opposé, c'est le même. C'est pour ça que ça changerait. Donc du coup, ici, puisqu'on veut l'angle, on va écrire le cosinus en fonction du produit scalaire et de la norme. Donc c'est égal à produit scalaire de AB avec AC divisé par AB fois AC. Donc on n'a plus qu'à calculer les coordonnées des vecteurs AB et des vecteurs AC. Donc le vecteur AB, on va le calculer ici. Ça fait donc 5 moins 3, 2. Ensuite, ici, on a 0.4 moins 3, donc ça fait moins 1. Et ensuite, on a, où est-ce qu'il est? Moins 1 moins 2, ça fait plus 1. Donc ça, c'est pour AB. On fait AC. Donc C, on avait calculé ses coordonnées. Attendez, où est-ce qu'il était? Voilà, ici. 2 moins 3, ça fait moins 1. Bon, j'enlève mon dessin, j'en ai plus besoin. Voilà. Ensuite, on a moins 1 moins 3, ça fait 2. Et ensuite, on a moins 1 moins 2, ça fait 1. Donc maintenant, on fait ce produit scalaire. Donc ça nous fait moins 2 plus 1. Ok, donc ça va nous faire moins 3, pardon. Et en bas, on va avoir norme de A. Alors celui-là, il faut faire AB scalaire AB, hein, donc PAC. Ça nous fait 2 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Donc du coup, ça nous fait 4 et 2, 6. Voilà. Et AC au carré, donc il faudra faire racine de 6, hein, du coup. AB égale racine de 6. Voilà. Et celui-là, ça va nous faire 1 au carré, plus 2 au carré. En fait, c'est les mêmes. Hein. Donc ça fera racine de 6. Donc racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. Et donc ici, on a moins 3 sur 6, c'est-à-dire moins 1 demi. Moins 1 demi, cercle trigo. On est là, tac, tac, moins 1 demi, on est là. Donc du coup, ici, ça nous fait... Alors, si on a que ça, on a deux choix. Soit c'est cet angle-là, donc c'est-à-dire 2π sur 3, soit c'est l'opposé ici. Donc c'est moins 2π sur 3, si je dis pas de bêtises. Là on a un moins π sur 3, il est là, moins 2π sur 3, c'est ça. Donc c'est 2π sur 3 ou moins 2π sur 3, et c'est pas du tout celui qui était proposé. D'accord? Voilà. Et quand ils disent l'angle géométrique, ça veut dire la version en valeur absolue. D'accord? Donc là par exemple, l'angle géométrique c'est 2π sur 3, c'est-à-dire 120 degrés. Voilà, donc ça implique que BAC égale 120 degrés, c'est-à-dire 2π sur 3. Donc l'affirmation est fausse. Donc deux affirmations vraies et une affirmation fausse. Et maintenant la distance BH, donc il faut calculer, la longueur de BH, donc ça veut dire qu'il faut calculer les coordonnées de H. Et H, on avait dit quoi? On avait dit que c'était le projeté orthogonal, et donc on avait dit que il est sur le plan, donc c'est son équation, on vérifie l'équation du plan. Alors attention, on parle bien de ce plan-là, pas le même que tout à l'heure. Hein. Parce qu'il y a un autre plan qui s'est glissé ici, donc c'est pas le même, hein, c'est x plus 3z moins 7 égale à 0. D'accord, donc on va réécrire ici. X plus 3z moins 7 égale à 0. Donc les coordonnées de h doivent vérifier ça. Et on a BH qui doit être collinaire avec le vecteur normal, et le vecteur normal à ce plan c'était 1, 0 et 3. D'accord, donc ici on doit avoir x de h moins x de b, et 1, 0, 3 d'ailleurs au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais est-ce que je l'ai écrit? Voilà, 1, 0, 3 c'est un vecteur directeur de la droite D, donc ça veut dire que h appartient à la droite D. Attendez, est-ce que h appartient à la droite D? On a dit que c'est le projeté orthogonal de B sur P, mais il n'est pas forcément sur la droite D, puisque la droite D elle doit passer par A,
il pourrait être ailleurs. Non, 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 il n'est pas forcément sur la droite D. Attention, il n'est pas forcément sur la droite D. D'accord, donc on va faire un dessin. On a B qui est par là, on a notre plan qui est ici, et ici on a le projeté orthogonal. D'accord, donc on sait que H il est sur le plan. Et on sait que x moins xb, alors xb c'était quoi? Xb c'était 5, donc ça fait x moins 5 doit être égal donc à k fois 1, donc k. On a que y moins 4, donc y plus 4 doit être égal à 0. Donc on en déduit que y est égal à moins 4, déjà, et que z plus 1 doit être égal à 3k. Voilà, donc là on en déduit que x doit être égal à 5 plus k et que z doit être égal à 3k moins 1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, il doit vérifier l'équation du plan. Donc maintenant on va remplacer ça dans le plan et ça va nous donner ce qu'il faut. Donc 5 plus k plus 3 facteurs de 3k moins 1 moins 7 doit être égal à 0. Donc on a une équation avec une seule inconnue. Donc ça nous fait 9k plus k, donc ça nous fait 6k. Et ici ça nous fait 5 moins 3, donc 2. Oui, c'est ça. 5 moins 3, donc 2. Et donc 2 moins 7, ça nous fait moins 5. Oui, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup ça fait k égale 5 sur 10, donc 1 demi. Et donc on remplace, et du coup ça nous fait 3 demi moins 1, ça nous fait 1 demi, et 5 plus 1 demi, ça nous fait 11 demi. Donc voilà pour les coordonnées de h, mais du coup ce que l'on veut calculer c'est la norme du vecteur bh, donc c'est-à-dire ici 1 demi, 0, 3 demi. Et donc du coup BH, sa norme, ça va être égal à 1 quart plus 9 quarts, tout ça en racine carrée, donc ça nous fait 10 quarts, donc ça nous fait racine de 10 sur 2, est-ce que c'est la valeur qui était proposée? Oui, donc l'affirmation 4 est vraie. Voilà, donc ce QCM était rondement bien posé parce que vous étiez obligé de tout démontrer. Alors exercice 4, la partie C est indépendante des parties A et B, bon, on s'en fiche. Ils auraient pu le dire, bon, c'est la partie C, je vois pas l'intérêt de dire ça maintenant. Alors, on donne ci-dessous, dans un repère orthogonal, les courbes C1 et C2, représentation graphique de deux fonctions définies et dérivables sur R. L'une des deux fonctions représentées est la fonction dérivée de l'autre, donc ça va être la chasse au trésor, il va falloir trouver laquelle c'est. On les notera G et G'. On précise également que la courbe C1 coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 1. La courbe C2 coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées à 0, 2 et l'axe des abscisses au point de coordonnées -2, 0 et 1, 0. Bon, tout ça, ce qu'il nous raconte, c'est écrit sur le graphique, donc il suffit de savoir lire. Mais bon, comme je le dis toujours, il faut allier le langage verbal, le langage formel et le langage visuel. Et donc, du coup, tout le monde est content. Très bien. Alors, en justifiant associé à chacune des fonctions, G' sa représentation graphique. Bon, bah, très bien. Donc, on a que l'une est la dérivée de l'autre. Donc, je rappelle les liaisons entre la fonction première et la fonction dérivée. Le signe de la dérivée renseigne sur les variations de la fonction première. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle-là, la rouge, par exemple, ici, on voit qu'elle est décroissante jusqu'à 2. Donc, si la bleue était la dérivée de la rouge, alors la bleue devrait être négative jusqu'à 2. Bah, c'est exactement le cas, mais ça suffit pas. On va regarder si ça correspond pour les autres. Ensuite, elle est croissante de 2 jusqu'à à peu près 1. Et bien ça tombe bien parce que la bleue, elle est positive jusqu'à à peu près 1. Ensuite, celle-là, elle est décroissante de 1 jusqu'à la fin de ce qu'on peut voir, et celle-là, elle est négative jusqu'à ce moment-là. Bon, ben là, il n'y a plus d'ambiguïté, plus de suspense. La rouge, c'est la fonction première, et la bleue, c'est la fonction dérivée. D'accord?
on peut faire le test dans l'autre sens pour voir que ça ne marcherait pas. Si on disait l'inverse, si on se disait la bleue c'est la courbe première et la rouge c'est la dérivée, bah ici, là, celle-là elle est positive jusqu'ici, or celle-là elle est croissante bien après. Donc ça ne marche pas. Donc c'est bien la rouge qui est la fonction première et la bleue qui est la fonction dérivée. Ok. Ensuite, justifier que l'équation réduite de la tangente de la courbe représentative de la fonction g, donc de la rouge, au point d'abscisse 0, donc c'est-à-dire ici, c'est y égale g de 2x plus 1. Alors là, il faut réécrire ce que c'est que la définition de la fonction, de l'équation de la tangente, pardon. Voilà, donc on a y de t égale f' au point d'abscisse souhaité, facteur de x moins le point souhaité, plus f de l'abscisse du point souhaité. Donc là, en l'occurrence, on nous a dit qu'on veut l'équation de la tangente en 0, donc on remplace a par 0, donc ça veut dire que, et d'ailleurs ici c'est g la fonction, hein, donc c'est g qu'il faut prendre évidemment, voilà. Donc là, ça veut dire que c'est g' de 0 fois x plus g de 0. Autrement dit, ça c'est sur la courbe C2 qu'il faut regarder, et ça c'est sur la courbe C1. Bah, très bien, on n'a qu'à regarder. Donc, sur la courbe C2 en 0, ça vaut quoi? Donc ça vaut 2. Bon, bah ça colle. Voilà. Et sur la courbe C1 en 0, ça vaut quoi? Ça vaut 1. Donc c'est exactement ça. Voilà, donc ça c'est terminé. Emballer, c'est pesé. On passe à la partie B. Alors la partie B, on nous dit, voilà, on a une équation différentielle. Y plus y' égale 2x plus 3 fois exponentielle de moins x. Très bien. Donc là, c'est une équation différentielle, donc ça veut dire qu'on va vous guider pas à pas pour la résoudre. Donc première chose, on vous dit de montrer que ça c'est une solution particulière. Donc bah il y a juste à appliquer le calcul et ça va tomber tout seul. Donc on dit f0 de x, c'est la fonction x au carré plus 3x fois exponentielle moins x. Donc la première chose à faire, c'est de calculer sa dérivée. Donc c'est la dérivée d'un produit, donc c'est u'b plus uv'. Donc la dérivée de ça c'est 2x, là c'est 3, multiplié par exponentielle moins x, et ensuite la dérivée exponentielle, il va y avoir moins exponentielle moins x, facteur de x carré plus 3x. Donc on voit que, en fait, on a exactement, un peu déjà à le repérer, que f' est égal à f0 moins, pardon, oui, on va la réécrire comme ça, c'est égal à 2x plus 3 exponentielle moins x moins f0. Donc si on remet du bon côté, ça nous fait bien f0 plus f'0 égale exactement ce qu'on voulait. Donc c'est bien, ça vérifie bien l'équation différentielle. D'accord? Voilà, maintenant on nous demande de résoudre l'équation différentielle y plus y' égale 0, ce qui est donc équivalent à y' égale moins y, ou dit autrement, enfin j'ai dit y' égale moins y, je vais le dire dans l'autre sens. Enfin si, c'est vrai, hein, y' égale moins y, mais je vais dire y égale moins y', pourquoi? Parce que du coup ça fait moins y' sur y égale 1. Et ça c'est une dérivée logarithmique. Ça veut dire que c'est moins la dérivée de ln de y. Et donc ça c'est la dérivée de x. Ok. Ou dit autrement, parce que j'ai mis le moins de ce côté, je peux mettre le moins de l'autre côté, et au moins c'est encore plus clair. Voilà. Ok. Et donc du coup ça veut dire que c'est ln. Voilà, donc ça veut dire que la constante c'est moins 1, donc dit autrement, ça veut dire que y égale c exponentielle de moins x, hein, et qu'on peut vérifier si on fait y', c'est égal à moins c exponentielle de moins x, donc autrement dit moins y, d'accord? Voilà. J'ai redémontré le cours parce que je connais pas le cours, moi je redémontre à chaque fois. Voilà. Donc la solution c'est ça, avec c qui est une constante réelle, c appartenant R, ok?
voilà, et qui dépendra des conditions initiales. Déterminer les solutions de l'équation différentielle de E. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle homogène, hein, où le membre de droite est égal à 0. Et le truc, c'est que la solution de l'équation différentielle générale, c'est une solution particulière qu'on a appelée F0, plus la solution d'équation homogène. Et pourquoi est-ce que ça marche? Parce que si on fait y', ça fait f' de 0 plus y'. Ok, et je rappelle que le y' de h, elle vérifie l'équation y plus y' h égale 0, dit autrement que y' h égale moins y. Ok. Voilà, et donc du coup, si on fait ça plus y, donc y plus y', ça nous fait f0 plus f' de 0, et ça fait exactement, ça fait le truc, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure, hein, ça c'est la solution particulière, donc on a dit que c'était 2x plus 3 fois exponentielle moins x, 2x plus 3 fois exponentielle moins x, ok, et y h plus y', par définition ça fait 0, puisque c'est solution de l'équation homogène, que j'ai écrit ici, voilà, donc ça fait 0. Donc on a bien la forme générale de l'équation différentielle. Et donc si on l'écrit explicitement, ça veut dire qu'on a bien 2x, attendez, c'était quoi? Non, c'était x carré, pardon. X carré plus 3x exponentielle moins x plus c exponentielle moins x. Et c'est la condition initiale qui permettra de fixer la fonction. Parce que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit qu'on résout, voilà, ils ont mis au pluriel quand même, les solutions, hein, parce que ça dépend de la constante c. Donc là, comme c, c'est n'importe quel nombre réel, ça fait bien une infinité de solutions. Ok? Voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant, on te dit, on admet que la fonction g dans la partie A est une solution d'équation différentielle E. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que g est de cette forme-là. G de x est de la forme x carré plus 3x exponentielle moins x plus c exponentielle moins x, mais ce qu'on a, c'est qu'on a le graphique de g. On sait par exemple, on l'a calculé tout à l'heure, que, où est-ce que c'était? Voilà, on sait que g' de 0 c'est égal à 2, et on sait que g de 0 c'est égal à 1. Donc on peut trouver les constantes. Donc g de 0, on va commencer par g de 0. G de 0, ça va être quoi? Là, tout ça, ça fait 0. Et du coup, ça nous fait c. C égale à 1. Voilà. Emballé, c'est posé. Donc on a l'écriture explicite de g, c'est x carré plus 3x exponentielle moins x. Et donc du coup, on peut mettre l'exponentielle moins x en facteur, et du coup, il suffit de rajouter le plus 1. Voilà. Et j'ai même pas regardé la question, mais vous allez voir que c'est exactement ça qu'ils vont demander à un moment donné. Bon, ils n'ont pas demandé directement. Mais après, comme j'ai... non. Bon, bref, déterminer les solutions de l'équation différentielle E, dont la courbe exacte... admet 2 points d'inflexion. Alors, je rappelle que des points d'inflexion, ce sont des valeurs qui annulent la dérivée seconde en changeant de signe. Donc là, on a la forme générale, tac, de l'équation différentielle, et on a dit qui admettent 2 points d'inflexion. Attendez, j'ai zappé un truc. Déterminer alors l'expression de g, donc ça c'est ce que j'ai fait, il fallait le faire, d'accord? Donc je ne l'ai pas inventé, il fallait le faire. Ok, maintenant on est sur une autre question, déterminer les solutions qui admettent, dont la courbe admet 2 points d'inflexion, donc qui annulent la dérivée seconde. Donc il faut calculer la dérivée première, donc la dérivée première, on le sait, on l'avait calculé, c'est f'0 plus y''h plus y''. Donc concrètement, hein, c'était la dérivée de ça, donc on l'avait calculé tout à l'heure. Où est-ce qu'on l'avait calculé? Voilà, c'est ce truc-là, donc c'est ce truc-là moins f0, voilà. Alors, donc 2x plus 3 fois exponentielle moins x moins f0, et y'', c'est moins y'h. Voilà. Et si on dérive une deuxième fois, ça nous fait 2 exponentielle moins x moins 2x plus 3 exponentielle moins x moins f0, c'est x carré plus x plus 3x exponentielle moins x, et y'h c'est c exponentielle moins x. Voilà, donc on va mettre le exponentielle
moins x un facteur, et donc ça va nous faire ça va nous faire beaucoup de moins, ça va nous faire 2 moins 3, donc ça fait que des moins, donc on va mettre un moins en facteur. Voilà. Ici on va avoir 2 plus 3, ça fait 5. Ensuite on va avoir c. Ensuite on va avoir 3x, 2x, ça fait 5x. Et ensuite on va avoir plus x carré. Voilà. Et donc on veut que ça s'annule en une certaine valeur de x justement. Donc on va appeler ça, on va regarder ça, non pas y0, pardon, on va résoudre y seconde, x égale 0. Donc ça c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à tout ça égale 0. Donc autrement dit, on va le remettre dans ce sens-là, tac, x carré plus 5x plus 5 plus c égale à 0. Et donc on calcule le discriminant de cette équation, donc ça nous fait 5 au carré, moins 4 fois 5 plus c, et on veut qu'il y ait deux racines, donc on veut qu'il soit strictement positif, enfin positif ou nul, parce qu'il peut y avoir une racine double, on n'en sait rien. Donc ça nous fait 25 moins 20, ça nous fait 5, 5 moins c. Donc pour que 5 moins c soit supérieur ou égal à 0, il faut que c soit inférieur ou égal à 5. Donc ça c'est pour que cette équation là s'annule, mais en plus il faut qu'elle s'annule en changeant de signe. D'accord? Parce que là les racines ce serait moins 5 plus ou moins racine de 5 moins c sur 2. Enfin ça c'est, j'ai mis x1, c'est x1 et x2 quoi. On va le mettre comme ça, x1, 2, d'accord? Par exemple, x1 ce serait pour le plus et x2 ce serait pour le moins. Du coup, ce polynôme-là, c'est un polynôme qui a pour coefficient dominant un nombre positif, donc c'est un polynôme qui admet un minimum, qui a deux racines, on va dire que peu importe, elles sont là comme ça fait comme ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant la première racine, ce sera positif, ça s'annule, ça devient négatif, ça s'annule, et ça devient positif. Donc ça s'annule bien en changeant de signe, donc c'est bon. Parce que l'exponentiel reste constant pour son signe. Donc c'est bien la solution générale. C'est l'ensemble des fonctions comme ceci avec c qui doit être inférieur ou égal à 5. Parce que dans le cas d'égalité, ce serait une racine double. Ok, donc ça c'est réglé. Alors maintenant, on nous dit, donc on a dit c il doit être inférieur ou égal à 5, hein, c'est ce qu'on a obtenu. Et là, il nous propose une fonction avec c qui vaut 2, donc qui satisfait cette contrainte. Voilà, donc on considère cette fonction-là, on sait que cette fonction-là est solution de l'équation différentielle, et on sait que c'est une solution de l'équation différentielle dont la courbe admet 2 points d'inflexion. Ok. Ah oui, alors attention, si c'est exactement 2, il faut que ça soit strictement inférieur à 5. Parce que le cas d'égalité, ce serait une racine double. Et or, on nous a dit exactement 2. Donc, on ne veut pas de racine double. Voilà. Donc, on y va. Partie C. Donc, quand ils ont dit que les parties étaient indépendantes, ce sont des menteurs parce que c'est une fausse information. Parce que, en fait, il y a des liaisons entre la partie A, la partie B et la partie C également. En fait, la partie C peut donner des informations sur la résolution de l'équation différentielle et compagnie. C'est absurde de dire ça. Je sais pourquoi il dit ça parce qu'on peut traiter soi-disant séparément la C des parties A et B, mais sauf que lire l'énoncé de la C peut aider à confirmer les calculs que vous avez fait dans la partie A et B, hein, donc c'est un peu dommage de dire ça. Voilà, donc x carré plus 3x plus 2 facteur de l'exponentielle moins x, voilà, très bien. Démontrer que la limite de f en plus infini c'est égal à 0, bon bah démontrer, ça c'est du cours, hein, c'est croissance comparée, hein, c'est x carré plus 3x plus 2 divisé par l'exponentielle, la croissance de l'exponentielle est plus forte, ça gagne. Ils sont rigolos. Ouais. Démontrer, il n'y a pas de démonstration, c'est du cours. On admet par ailleurs que la limite de la fonction en moins l'infini est égale à plus l'infini.
la limite de la fonction f en plus l'infini, en moins l'infini, pardon. Oui, bah oui, c'est évident. Bah oui. Limite de exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini, bah ça fait limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, donc ça fait plus l'infini. Après là c'est un carré, donc le terme en fait le terme dominant ici dans ce truc là, la seule chose à regarder c'est ça. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle x écrase x carré, et quand x tend vers moins l'infini, le carré il est positif, le moins x il est positif, donc tous les deux ils vont vers plus l'infini, donc voilà, je comprends même pas pourquoi ils disent on admet, il n'y a pas de raison d'admettre ça. Bref, donc, on note f' la dérivée, ben, on peut la calculer, et c'est ce qu'on va faire, et on me demande de vérifier, donc ça c'est encore une fois des points gratuits. Donc on dérive ça, ça nous fait 2x plus 3 fois exponentielle moins x, et après ça nous fait moins x carré plus 3x plus 2 exponentielle moins x. Donc on peut mettre le exponentielle moins x en facteur, et on se retrouve avec moins x carré, donc 3 moins 2 ça fait x, enfin 3 x moins 2x donc ça fait x, ensuite moins, 2 moins 3 donc moins 1. Voilà, et j'imagine que c'est ce qu'ils ont proposé, ben oui exactement. Alors oui, eux ils ont fait rentrer le moins à l'intérieur, bon si vous voulez, c'est pas un problème. Moins x carré moins x plus 1 exponentielle moins x, voilà. Donc voilà, on va laisser peser. Très bien, donc déterminer le signe de la fonction dérivée, ben, il faut calculer le discriminant de ce qui est là, parce que ça c'est du exponentiel, donc ça fait... bah déjà on sait que comme ça c'est négatif, ça veut dire que ça admet un maximum. On pourrait même calculer la forme canonique en fait. Si on met le moins en facteur, ça fait moins x carré plus x moins 1, donc exactement ce que j'avais commencé à faire, hein. Ça m'énerve un peu quand ils mettent les formes dégueulasses. Donc ça fait x plus 1 demi au carré, auquel il faut retrancher le moins 1, et il y avait déjà moins 1, donc du coup ça fait moins 2. Donc au final ça fait 2 moins x plus 1 demi au carré. Donc comme le maximum c'est 2, ça veut dire que ça a deux racines. Voilà. Et en fait on peut facilement les retrouver, hein, parce que c'est racine carrée de 2 moins x plus 1 demi. Voilà. Facteur de racine carrée de 2 plus x plus 1 demi. Voilà, et donc du coup ça nous fait... ça nous fait... On multiplie tout par moins, et ça nous fait x plus 1 demi moins racine de 2. Et ici, x plus 1 demi plus racine de 2. Voilà. Donc les racines, c'est racine de 2 moins 1 demi, donc ça fait un truc comme ça. Racine de 2, ça fait 1,414 moins 1 demi, ça fait, on va dire, 0,9, quelque chose comme ça. Voilà, une première racine, et la deuxième racine, c'est moins 1 demi moins racine de 2, donc ça fait à peu près moins 2, donc on a les deux racines comme ça, et ça fait 2 à peu près ici, il y a le max, ça fait comme ça. Voilà. Ok, donc ça c'est réglé. Donc oui, c'était quoi la question? C'était de déterminer le signe de la fonction dérivée, donc la fonction dérivée, elle est négative ici, négative là, et positive là. Donc on peut faire le tableau de variation tant qu'on y est, hein. Voilà, moins l'infini. Donc la première racine, c'est moins 1 demi moins racine de 2. Et la deuxième racine, c'est moins 1 demi plus racine de 2. Voilà, donc ça fait ça. C'est négatif avant, négatif après, et c'est positif avant. Entre les deux, je veux dire. Et donc ça fait la courbe F, ça fait comme ça. Non, l'inverse. Hop, comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et donc on a dit qu'en moins l'infini elle faisait plus l'infini, qu'en plus l'infini elle faisait 0. Et on a ces deux valeurs, un minimum local et un maximum local. Non, pardon, il faut mettre un L majuscule. Voilà, on va faire ça tout comme ça. Minimum local et maximum local. Voilà. Puis on déduire les variations de f, ben voilà, c'est ce que je viens de faire, hein. Voilà, expliquer pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça veut dire qu'il faut simplement vérifier que cette valeur-là est supérieure à 0. Il faut vérifier que cette valeur-là est supérieure à 0. Donc là, cette valeur-là, c'est f de moins 1 demi moins racine de 2. Relou.
Relou. Bon, ben, on va calculer, voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moins un demi, moins racine carrée de 2. Alors, si on veut mettre sur la même fraction, ça fait moins un plus racine carrée de 2 sur 2. Donc, ben, on va calculer son carré. Ça nous fait, donc, du coup, 1 plus 2 racine de 2 plus 2 sur 4. Donc, ça nous fait 3 plus 2 racine de 2 sur 2. Voilà, donc ça c'était pour x carré. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, il faut faire 3x plus 2. Donc, x1 carré plus 3x plus 2, ça nous fait 3 plus 2 racine de 2 sur 2, non, sur 4, pardon, plus, donc moins 3 plus 3 racine de 2 sur 2, et plus 2. Donc, dénominateur commun, ça va être 4. Donc, on se retrouve avec 3 plus 2 racine carrée de 2, moins 6 racine carrée de 2, plus 8 sur 4. Donc ça nous fait 8 moins 6, 2, 2 plus 3, 5. Et ici, moins 4 racine de 2 sur 4. Alors, 5 par rapport à 4 racine de 2. Racine de 2, ça fait 1,4. En fait, c'est simple. 5 au carré, ça fait 25. Et 4 racine de 2 au carré, ça fait 4 fois 2, 16 fois 2, 32. Donc ça, c'est plus petit. Donc ça, c'est négatif. Voilà. Mais sauf que... ouais, mais sauf que non. Attention, c'est sur 0 plus infini. Donc j'ai fait un calcul qui n'était pas demandé. 0, il est là. Alors j'ai fait un calcul qui n'était pas demandé, mais sauf que ça ne suffit pas pour conclure que c'est valable en 0. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer en 0, et c'est évident. En 0, ça fait 2. Et ça, c'est 0, donc ça fait exactement 2. Donc en 0, on a sa valeur, c'est 2. Avec le tableau de variation, c'est réglé. Voilà. Là, j'ai juste montré que ça, c'était négatif. Donc ça traverse 0 une première fois ici, et ensuite ça le retraverse une deuxième fois ici, et ensuite ça reste au-dessus. Donc sur 0 plus l'infini, effectivement, c'est au-dessus. Voilà. Ça aurait été plus intéressant de poser la question sur les racines, mais bon, ça n'a pas été demandé. Voilà, donc ça c'est fait, emballé, c'est posé. On note CF, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal. On admet que grand F est une primitive. Ouais, on admet, on peut le calculer, hein, ça se calcule ça. Il suffit de dériver, hein, donc on n'est pas à ça près, quoi. Soit alpha un nombre réel positif déterminé à alpha exprimé en unité d'air du domaine des unités. Bon, là il faut faire un dessin vite fait et vous allez comprendre ce qui se passe. Donc je fais un dessin qui ne représente pas la fonction, mais c'est juste pour expliquer le bazar. Ici on a alpha, ici on a 0, et donc on veut ça. Bon, ici ça c'est la courbe d'équation. Y égale f de x. Et on nous dit, ah tiens, grand F c'est une primitive telle que grand F' égale petit f. Bon, ben, ça veut dire qu'il faut calculer l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, et la définition de l'intégrale en terminale, c'est grand F de alpha moins grand F de 0. Donc il n'y a plus qu'à remplacer par les trucs qui sont donnés. Donc ce truc là il faut mettre alpha dedans, et voilà. Donc ça veut dire que ça va faire moins alpha au carré, moins 5 alpha, moins 7, et en 0. Et tout ça c'est fois exponentielle, donc fois exponentielle de moins alpha. Et en 0, bah, tout le bazar est dégage, il reste moins 7, mais sauf qu'il y a un moins ici, donc ça fait plus 7. Et puis c'est tout, parce que exponentielle de 0, bah, c'est 1. Donc A alpha c'est égal à ça, donc si on le remet dans l'ordre, ça fait A alpha égale 7 moins. Oui, puisqu'il y a un moins qu'on peut mettre en facteur. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils ont balancé ce moins partout. Sortez des moins en facteur, bordel. C'est pas croyable ça. Alpha carré plus 5 alpha plus 7 exponentielle moins alpha. Voilà, et ça on peut le calculer, ça fait delta égale 5 carré moins 4 fois 7, donc c'est négatif. Donc puisque delta est négatif, c'est du signe de A est positif, donc c'est-à-dire que cette quantité-là est positive. Par exemple, on peut l'interpréter comme ça, dire que ça c'est alpha carré plus 5 alpha. D'ailleurs, on peut le mettre peut-être sous forme canonique, ce sera peut-être mieux. Alpha plus 5 demi au carré
moins 5,5, donc 25 sur 4. Et ça c'est 28 sur 4, donc ça fait moins 2 sur 4, donc moins 1,5. Donc 25 moins 28, ça fait moins 3. Moins 3 sur 4. Voilà. Sur exponentielle alpha. Voili, voilou, voili, voilou, voili, voilou, voili, voilou, voili, voilou. Déterminer l'air, blablabla, ben c'est fini. Voilà, fin, terminé. Bon ben voilà, je sais pas combien de temps cette vidéo elle a duré, mais voilà l'épreuve du jour 1 de Amérique du Nord 2025. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez, et je vous balance ça tout de suite. Donc c'est le moi du futur qui vous parle en fait. Je suis en avance sur les vidéos, vous allez voir, parce que j'ai dit maintenant, allez, on envoie des sujets de bac tous les jours. Bon courage pour vos révisions.